Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de la Fédération française de rugby. Alors ce soir, nous allons aborder le sujet des nouvelles règles. Je suis sûr que vous avez pas mal de questions que vous vous posez peut-être et que nous allons tenter de vous aider, en tout cas à y répondre ou à y voir un petit peu plus clair. Alors justement, pour nous éclairer ce soir, deux invités qui seront avec nous, qui vont nous rejoindre. Tout d'abord, Patrick Buisson, le vice-président en charge du rugby amateur, sera avec nous. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Et nous avons également avec nous Philippe Marguin, qui est chargé de formation arbitrage pour la Fédération française de rugby et qui lui aussi, bonsoir Philippe, va nous expliquer un petit peu quelles sont à la fois ces nouvelles règles et puis surtout comment on peut les interpréter et surtout comment aussi on les applique. Voilà, écoutez, je vous laisse la parole pour la suite. Oui, comme vient de le bonjour déjà à tout le monde. Merci de vous être libérés. Je sais que ce n'est pas facile, c'est le début de la saison, vous avez beaucoup de travail, certainement. Donc, effectivement, nous avons souhaité vous présenter ce webinaire, de vous présenter les nouvelles règles. Donc, c'est Philippe Marguin, qui est le manager de la formation nationale de la DTNA, qui va le faire. Vous allez voir, c'est une très belle présentation. Donc, c'est toujours dans notre souci, nous, quotidien, de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Bien sûr, vous aurez la parole à la suite de cette présentation. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous sentez, parce que voilà, mais vous verrez que la présentation est très belle. Et tout de suite, sans attendre, je passe la parole à Philippe. Merci Patrick et François. Donc bonsoir à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter, donc je vais partager mon écran pour vous présenter un document qui explique donc les règles expérimentales. Alors d'abord en préambule, ce que je tenais à dire, c'est que ces règles expérimentales sont tombées un petit peu comme un cheveu sur la soupe, comme on dit, puisque normalement elles n'auraient pas dû être mises en application pour cette saison-là. Et début juillet, dans la première quinzaine de juillet, on a reçu un mail de World Rugby nous demandant de mettre en place donc ces règles expérimentales à terme d'expérimentation au niveau mondial, donc de nous les proposer pour nos championnats domestiques. Donc, on était un petit peu pris de court, malheureusement, par le temps, mais il a fallu réagir assez vite puisque World Rugby nous a demandé de mettre en application ces règles à partir du 1er août. Donc, vous avez sûrement entendu parler de ces règles. On en a 5, en fait. Donc, la règle du 50-22, la règle du drop de renvoi sur la ligne de but, le coin volant, le joueur préaccroché, on pourrait parler du joueur lié, et du déblayage à sécurité sur le gratteur. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que ces 5 règles du jeu, elles répondent à une attente de World Rugby. Vous savez que World Rugby met en place des programmes au niveau mondial. Et donc, elle a lancé un programme, World Rugby a lancé un programme jusqu'à la Coupe du Monde 2023 sur la formation qu'elle offre aux entraîneurs, mais aussi aux arbitres, avec ce qu'on appelle ce qu'ils ont appelé la règle des 3 S. Donc, en anglais, Safety, Space et Speed. Safety pour la sécurité du joueur, Space pour les espaces. World Rugby dit aujourd'hui, il faut absolument que le jeu et que les joueurs respectent les espaces qui sont sur le terrain, donc respect des lignes d'hors-jeu, etc., etc. Et enfin, Speed, donc la vitesse, parce que World Rugby souhaite que le jeu de rugby devienne un jeu beaucoup plus aéré, beaucoup plus rapide, avec beaucoup moins de perte de temps qu'on en voit aujourd'hui. Donc en fait, ces 5 règles du jeu, on pourrait dire que les 2 premières, le 50-22 et le drop de renvoi sur la ligne de but, répondent essentiellement à speed, à la vitesse. Vous allez voir que ces règles engendrent beaucoup plus de rapidité sur le terrain, alors que les 3 autres, le coin volant, le joueur lié et le déblayage et sécurité du gratteur, sont beaucoup plus orientés sur la sécurité du joueur et du jeu. Juste encore une petite précision, faites attention parce qu'aujourd'hui on a des sites spécialisés sur le rugby ou des réseaux sociaux qui proposent ces règles du jeu, mais avec des anciennes versions, notamment la règle du 50-22, puisqu'au départ la règle du 50-22 devait s'appeler 50-22, 22-50. Et donc il y a encore des gens qui parlent du 50-22, 22-50. Donc ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est la règle officielle de World Rugby et c'est donc bien la règle du 50-22. Donc, je vous l'ai dit, à partir de quand cette règle doit être mise en application? À partir du 1er août. Donc, on était sollicité par World Rugby, aussi bien la direction technique nationale de l'arbitrage que la DTN. Et donc, avec Didier, le DTN, on s'est penché sur la question et on a dit, nous, on y va, banco, on applique ces règles-là sur tous nos championnats, sur notre territoire, que ce soit des compétitions de la Ligue nationale de rugby ou de la Fédération française de rugby. Toutes les catégories sont concernées, catégorie A, catégorie B, catégorie C',
catégorie C, catégorie D, et jusqu'à la catégorie E, c'est-à-dire le rugby à 7. Donc, toutes les catégories sont impactées par ces règles-là et toutes les catégories d'âge également. Juste pour vous dire que cette règle, donc, elle va exister en top 14 jusqu'à l'école de rugby au niveau des moins de 14 ans en particulier, sur 2 formes de jeu bien précises, le jeu à 15 en moins de 14 ans et le jeu à 7 en moins de 14 ans, ce qu'on appelle le 7, qui est une nouvelle pratique qui va être proposée en début d'année, là, avec une date en septembre et une date en octobre, pour les clubs, pour le moment, les clubs des divisions professionnelles et de nationales à titre expérimental. Donc, sur ces 2 compétitions de l'école de rugby, ces règles-là seront appliquées. Alors, la question, je ne sais pas s'il y a des gens des écoles de rugby, la question nous était posée souvent sur pourquoi ne pas la mettre en place chez les moins de 14 ans à 10. Alors, pourquoi on n'a pas souhaité le faire, puisqu'ils jouent sur grand terrain aussi. On a beaucoup discuté avec la DTN, avec Didier Retière et avec Olivier Lièvremont, le responsable, le cadre technique responsable des écoles de rugby. On a beaucoup discuté sur le sujet et on a eu peur que des entraîneurs en fassent une stratégie. C'est-à-dire, comme il y aura beaucoup d'espace sur le terrain, sur un grand terrain, on a eu peur que certains entraîneurs en fassent une stratégie et qu'on voit beaucoup trop de jeux au pied et que ça coupe la diversité du jeu et le plan de formation du joueur. C'est pour cette raison que cette règle ne sera pas appliquée ces règles ne sont pas appliquées chez les moins de 14 ans à 10. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec le 50-22. 50-22, de quoi rugby aujourd'hui dit si une équipe en possession du ballon, botte celui-ci de sa propre moitié de terrain, indirectement en touche à l'intérieur des 22 mètres adverses, elle effectuera le lancement dans l'alignement qui en résulte. Donc, vous voyez que cette règle est importante et il y a des conditions pour qu'elle puisse être mise en place. La première, il faut que ça soit si l'équipe n'a pas amené le ballon dans sa moitié de terrain. Donc là, pas de problème, elle peut utiliser cette règle du 50-22 quand elle le souhaite. Si cette équipe a rentré le ballon dans sa moitié de terrain, ce qui est un peu le même cas que le ballon rentré dans les 22 mètres, si cette équipe rentre le ballon dans sa moitié de terrain, il faudra, pour pouvoir utiliser la règle du 50-22, qu'il y ait eu un plaquage, un ruck, un maul, ou qu'un joueur de l'équipe adverse ait touché le ballon. Sans ça, on ne pourra pas, cette équipe qui aura rentré le ballon dans sa moitié de terrain, ne pourra pas utiliser le 50-22. Attention également, cette variation ne s'applique pas sur le coup d'envoi, ni sur aucun type de renvoi. Donc, coup d'envoi, je vous rappelle, il y en a 2, un au début de chaque mi-temps, et s'il y a des prolongations, un au début de chaque mi-temps des prolongations. Et pour les autres types de renvoi, on parle d'un coup de pied de renvoi après un score, une équipe qui a scoré, après un coup de pied de pénalité, un drop, etc., un renvoi de 22, et donc va rentrer dans ce dispositif, bien évidemment, ce que je vais vous présenter après, c'est-à-dire le drop de renvoi sur la ligne de but. Donc, en aucun cas, la règle du 50-22, une équipe, par exemple, l'équipe rouge donne le coup d'envoi, l'équipe bleue récupère le ballon, en aucun cas, cette équipe bleue peut taper indirectement en touche, il n'y a aucun problème. Par contre, elle ne bénéficiera pas du lancer en touche sur la touche qui suit. Alors, l'intention de World Rugby, du législateur, c'est de dire aujourd'hui, on se retrouve avec des défenses très denses dans le premier rideau, il n'y a plus d'espace pour jouer, etc., etc. Donc, le fait de mettre en place cette règle, World Rugby espère que les équipes vont redisposer leurs joueurs sur le terrain et notamment aller occuper le troisième rideau et le deuxième rideau, donc libérer des espaces dans le premier rideau, ce qui va donner des opportunités de jeu aux équipes en possession du ballon. Donc, on a bien parlé, je vous ai bien parlé depuis le départ de moitié de terrain. Donc, quand on parle de moitié de terrain, ça va de la ligne médiane, donc la ligne du centre du terrain, jusqu'à la ligne de ballon mort adverse. Donc, une équipe en possession du ballon dans cette partie qui est en rouge sur le schéma que vous avez devant vous pourra taper, si elle n'a pas rentré le ballon, pourra taper indirectement en touche dans les 22 mètres adverses et bénéficier du ballon en touche. Alors, tout de suite, je fais une petite précision parce que la question nous a souvent été posée. Si le ballon, comme on le voit sur l'image, est tapé des 50 mètres, rebondit avant les 22 mètres, donc indirectement, et ensuite sort en touche entre les 22 et la ligne de but adverse, c'est bien une touche indirecte et l'équipe bénéficiera du lancer puisque le ballon est sorti entre les 22 et la ligne de but adverse. Alors, dans quelle partie du terrain? On vient d'en parler. Alors, la question était posée, est-ce qu'une équipe qui bénéficie de cette règle du 50-22, est-ce qu'elle peut faire une remise en jeu rapide? La réponse est oui. Vous comprenez bien que oui, réglementairement, World Rugby, il n'y a aucun problème, puisque dans tous les cas de touche, à chaque fois qu'on bénéficie d'un lancer en touche, on peut
le substituer par une remise en jeu rapide, sauf que vous imaginez bien que techniquement, ça sera difficile de par la longueur du coup de pied, qui fera minimum 30 mètres, hein, et qu'il y a de grandes chances que ce soit l'équipe adverse qui récupère le ballon avant l'équipe du botteur. Mais sachez que si le ballon reste au bord du terrain et que l'équipe adverse ne s'en occupe pas, eh bien, un joueur de l'équipe du botteur peut très bien se saisir du ballon et effectuer une remise en jeu rapide. Alors, de même qu'une équipe qui bénéficie d'un coup franc. Alors, je cite souvent cette situation parce que c'est celle qui me vient à l'esprit, qui me semble la plus réaliste possible. On imagine une mêlée sur les 40 mètres de l'équipe bleue. L'équipe rouge bénéficie de l'introduction et l'équipe rouge est sanctionnée d'un coup de pied franc, soit pour une entrée anticipée, soit pour une introduction pas droite, etc. etc. L'arbitre siffle un coup franc, donc pour l'équipe bleue qui est dans sa moitié de terrain. Le demi de mêlée récupère le ballon immédiatement et donne un coup de pied, c'est-à-dire qu'il n'a même pas à jouer le coup franc pour lui. Hein. Il suffit qu'il donne un coup de pied indirect et que le ballon sort dans les 22 mètres de l'équipe adverse. Eh bien, il bénéficiera de la règle du 50-22. Alors ensuite, le cas un peu litigieux qui nous a été posé, et la World Rugby a répondu de manière très claire aussi, c'est le cas d'une mêlée qui se situerait ou d'une touche qui se situerait au milieu du terrain. Je prends l'exemple d'un coup d'envoi qui est tapé directement en touche. Vous savez que l'équipe adverse a le choix entre faire recommencer le coup de pied, bénéficier d'une mêlée au centre du terrain ou accepter la touche, c'est-à-dire accepter le coup de pied, donc bénéficier d'une touche au milieu du terrain. On imagine l'équipe non fautive choisit la mêlée au centre du terrain. Donc la question qui était posée à World Rugby, considère-t-on que cette équipe qui introduit le ballon et le gagne, donc le ballon va rentrer dans sa moitié de terrain, considère-t-on que cette équipe-là a rentré le ballon dans sa moitié de terrain ou est-ce que le fait de l'introduire sur la ligne médiane lui donne le droit d'utiliser la règle du 50-22 ? Et bien là encore, la réponse de World Rugby est claire. On considère que l'équipe n'a pas rentré le ballon dans ses 50 mètres et qu'elle était dans ses 50 mètres, puisque autant on peut parler, quand on parle de la ligne des 22, il y a 2 lignes de 22, une pour chaque équipe, autant la ligne médiane, il n'y en a qu'une qu'il faut partager avec les deux équipes. Donc dans le cas d'une touche ou d'une mêlée au centre du terrain, on ne considère pas que l'équipe a rentré le ballon dans ses 50 mètres, on considère qu'elle est dans ses 50 mètres. Alors, ensuite, des points de vigilance. Donc, on a donné des points de vigilance aux arbitres, en disant aux arbitres, voilà, il va falloir être vigilant. La première des choses, c'est s'assurer que le ballon a été rentré ou non dans la moitié de terrain par l'équipe du botteur. Si la réponse est oui, bien valider qu'avant que le joueur utilise la règle du 50-22, un plaquage, une mêlée spontanée, un maul ou un joueur adverse ait touché le ballon avant de pouvoir utiliser cette règle-là. Et surtout, bien sûr, s'assurer que le ballon, la touche est bien indirecte et sort bien entre les 22 mètres et la ligne de but adverse. Voilà pour la règle du 50-22. On va passer maintenant à la règle du drop de renvoi sur la ligne de but. Alors, cette règle, elle dit quoi ? Elle dit que dans certains cas, et les cas sont cités de manière très précise, c'est si le ballon est bloqué dans l'en-but. Donc, vous imaginez un joueur de l'équipe attaquante arrive dans l'en-but et au moment d'aplatir, il est saisi par un ou plusieurs défenseurs et ces joueurs l'empêchent de faire un toucher à terre. Donc, ce joueur se retrouve sur le dos et le ballon ne touche jamais le sol. Vous voyez le geste, hein, les arbitres montrent l'épaisseur, hein, montrent que le ballon n'a pas touché le sol. Et dans ce cas-là, on considère que le ballon est bloqué dans l'en-but et donc qu'il n'y a pas essai. Jusqu'à maintenant, la reprise de jeu sur ce type d'action, c'était une mêlée à 5 mètres, balle à l'équipe attaquante. Deuxième cas, si un joueur de l'équipe attaquante commet un en avant dans l'en-but adverse, et là, les mots sont très importants, cet en avant doit être commis dans l'en-but. Si un joueur commet un en avant avant la ligne de but et que le ballon roule dans l'en-but et est rendu mort ou un toucher à terre effectué par l'équipe adverse, la règle ne change pas, ça serait une mêlée à 5 mètres, balle à l'équipe non fautive, c'est-à-dire celle qui n'a pas commis l'en avant. Par contre, si cet en avant est commis dans l'en-but adverse, ou dernier cas, si un joueur de l'équipe attaquante donne un coup de pied à suivre et qu'un joueur de l'équipe défendante fait un toucher à terre ou rend le ballon mort en donnant un coup de pied dedans, en l'envoyant en ballon mort ou en touche de but, eh bien le jeu, dans ces trois cas-là, reprendra par un drop de renvoi sur la ligne de but. Alors, les conditions d'un drop de renvoi. Tout d'abord, c'est obligatoirement un coup de pied tombé, donc un drop. Ce drop, il doit être botté sans délai. Alors là, j'attire votre attention parce que souvent on nous pose la question, botter sans délai, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est un problème de temps ? Pas forcément. C'est surtout un problème d'intention. L'arbitre va juger de l'intention de l'équipe.
Je prends l'exemple, mais c'est la même chose pour une remise en jeu rapide. Vous voyez un joueur qui prend le ballon et comme ce renvoi, vous allez le voir juste après, peut se faire sur toute la ligne, toute la largeur du terrain, ben on peut imaginer qu'une équipe, par exemple, il y a eu un en avant commis par l'équipe adverse du côté gauche du terrain et l'équipe qui récupère le ballon veut le jouer du côté droit, et bien ils vont se faire des passes, déplacer le ballon pour essayer d'aller jouer de l'autre côté. Au moment où ils arrivent de l'autre côté pour le jouer, l'équipe adverse s'est organisée et là, plus de possibilités de jeu, cette équipe, elle décide de revenir taper le drop de renvoi au milieu du terrain. On ne considère pas dans ce cas-là que l'équipe a perdu du temps. Elle a essayé de jouer rapidement, elle n'a pas pu le faire, elle revient à quelque chose de plus traditionnel. Par contre, inversement, si vous avez un joueur qui bénéficie d'un drop de renvoi sur la ligne de but, une équipe, et vous voyez que sciemment cette équipe, elle fait tout pour retarder le jeu, pour pas l'accélérer, eh bien, elle sera sanctionnée et on verra de quelle manière un peu plus tard. Donc, ce drop de renvoi peut avoir lieu n'importe où sur la ligne de but ou en arrière de cette ligne. Alors, c'est une précision importante qui était rapportée par World Rugby parce qu'au tout début, le coup de pied devait être donné sur la ligne de but. Pourquoi? Tout simplement dans un souci, World Rugby avait peur qu'on se retrouve dans des situations où le ballon ne sorte pas de l'embut. Je prends un cas de figure, on imagine une équipe joue vite dans son embut et le joueur tape le poteau. Or, le ballon heurte le poteau et retombe dans son propre embut. Et bien là, on est dans un cas où on était dans un cas difficile à gérer et World Rugby disait pour ça, maintenant on va taper sur la ligne de but, comme ça au moins on est sûr que les joueurs ne taperont pas le poteau ou la barre. Et puis depuis, il y a eu une demande des nations d'accepter, que World Rugby accepte que ce coup de pied, comme tous les autres coups de pied de renvoi, soit tapé sur ou en arrière de la ligne. Et donc c'est le cas maintenant pour le drop de renvoi sur la ligne de but qui peut taper dans l'embut de l'équipe du joueur qui va taper. Les adversaires doivent être derrière la ligne de sanction. Alors, qu'est-ce que la ligne de sanction? C'est une nouvelle définition qui a été donnée par World Rugby et qui est précisée dans les règles du jeu. Et en l'occurrence, pour un drop de renvoi sur la ligne de but, cette ligne de sanction, elle se situe à 5 mètres. Donc, la ligne en pointillé qui est tracée devant la ligne de but. Et donc, les adversaires de l'équipe qui va botter le drop de renvoi sur la ligne de but doivent être derrière cette ligne de sanction, donc derrière la ligne des 5 mètres. Avant-dernier point, le ballon pour l'équipe qui va botter le drop de renvoi sur la ligne de but doit parcourir au minimum 5 mètres. C'est une obligation avant de pouvoir le jouer. Et enfin, dernier point, le ballon ne doit pas sortir en touche directement. Donc, on pourrait imaginer que comme les joueurs sont dans leurs 22 mètres, ils pourraient taper directement en touche. Ce n'est pas le cas. World Rugby dit c'est un coup de pied spécifique et on n'accepte pas que les équipes tapent volontairement en touche. Donc, vous comprenez bien que l'intention du législateur, l'intention de World Rugby, c'est de permettre un jeu offensif sur la ligne et surtout de diminuer le nombre de mêlées à proximité de la ligne de but qui souvent nous faisait perdre du temps, faisait perdre beaucoup de temps, parce que des mêlées à 5 mètres de la ligne, vous imaginez, c'est la lutte, la première elle s'écroule, la deuxième s'écroule, la troisième s'écroule, et puis on recommence des mêlées sans arrêt, une perte de temps énorme. Et en plus, World Rugby, et notamment la fédération australienne qui était à l'initiative de cette règle-là, dit l'équipe attaquante s'est rapprochée de la ligne de but, elle est rentrée dans l'embut, elle n'a pas pu aplatir, elle a fait un en avant dans l'embut, elle a joué au pied pour rentrer le ballon dans l'embut, elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle n'a pas réussi à marquer, tant pis pour elle. On ne va pas lui redonner une deuxième chance en lui donnant une mêlée à 5 mètres, à 5 mètres de la ligne de but adverse. Donc, l'équipe non fautive, l'équipe défensive va pouvoir se dégager. Vous avez sur cette image l'illustration de ce drop de renvoi sur la ligne de but avec le joueur noir qui va botter le ballon sur sa ligne, en l'occurrence. Vous voyez que les adversaires sont situés à 5 mètres derrière la ligne de sanction et donc à la ligne de 5 mètres. Et vous voyez que sur cette image suivante, le joueur a tapé le drop en drop goal et vous voyez que son partenaire a récupéré le ballon au-delà de la ligne des 5 mètres dans un espace libre. Et vous verrez que le document qui vous sera mis à disposition dès demain matin sur le site de la fédération, ça en fait est des images récoltées d'une vidéo. Vous verrez que ce joueur va parcourir 100 mètres avec le ballon et va aller marquer un essai derrière la ligne de but adverse. Alors les précisions par rapport à ce drop de renvoi. Donc, on a dit qu'il devait être botté sans délai, on a expliqué tout à l'heure, donc la sanction, c'est coup franc. Si le ballon ne franchit pas la ligne de sanction, par exemple, il ne franchit pas la ligne des 5 mètres, l'équipe adverse aura le choix entre faire rejouer le coup de pied ou bénéficier d'une mêlée ordonnée. À partir du moment où le coup de pied était donné et qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas valide par rapport à la règle, il y aura une mêlée ordonnée toujours en face du point où le ballon était botté, mais jamais, bien sûr, à moins de 5 mètres d'une ligne de touche.
mais en face du point, le ballon a été botté. S'il y a une sanction qui est prise et que le coup de pied n'a pas été donné, la sanction, elle sera toujours au milieu du terrain, c'est-à-dire sous les poteaux. Deuxième cas, donc le ballon sort directement en touche. Donc là, l'équipe adverse a le choix entre faire rejouer le coup de pied, bénéficier d'un alignement, d'une mêlée ordonnée, et bien sûr, à chaque fois qu'on a un alignement, on a la possibilité d'une remise en jeu rapide. L'équipe adverse a le droit de charge sur un drop de renvoi, mais qu'à partir du moment où le ballon a été botté. C'est-à-dire que la question qui a souvent été posée, est-ce que l'équipe adverse a le droit de rentrer dans les 5 mètres? Oui, si le ballon a été botté. C'est-à-dire qu'un joueur se met sur la ligne des 5 mètres, au moment où le joueur tape, il a le droit de rentrer dans les 5 mètres pour essayer de contrer le ballon éventuellement. Si l'équipe attaquante retarde volontairement le drop de renvoi, on est dans du jeu déloyal, et là, la sanction, c'est une pénalité, bien sûr. Alors, on a demandé une vigilance particulière aux arbitres dans un des cas cités tout à l'heure de l'application de cette règle. C'est le cas du ballon bloqué dans l'embut. Vous imaginez un joueur de l'équipe attaquante qui n'arrive pas à faire le toucher à terre dans l'embut adverse. Lui, il va falloir le surveiller parce qu'il y a de grandes chances qu'il garde un peu le ballon pour empêcher l'équipe adverse de le récupérer immédiatement et d'avoir une solution de contre-attaque très rapide pour pouvoir jouer ce ballon. Question suivante, donc le ballon franchit la ligne de sanction, mais ensuite repoussé par le vent. Et bien là, comme pour un renvoi de 22, le jeu continue puisque la règle précise que le ballon doit franchir la ligne. Et donc, une fois que le ballon a franchi la ligne, le ballon, comme disent les Anglais, le ballon est en vie. Le ballon ne franchit pas la ligne de sanction. L'avantage peut être joué, bien sûr. C'est-à-dire que si le joueur rate son coup de pied, il veut jouer, il se mélange les pinceaux, le ballon fait 3,50 m. Bien sûr que si l'équipe adverse récupère le ballon, l'avantage peut être joué, elle peut marquer un essai, scorer, etc. Si, alors c'est un cas un peu particulier, mais on l'a précisé pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde, on imagine dans des endroits de France où des fois le vent souffle fort, sur un drop de renvoi sur la ligne de but, le joueur donne un coup de pied et le ballon arrive directement dans l'embut adverse et un joueur fait un toucher à terre immédiatement, ou le ballon sort en ballon mort ou en touche de but. Et bien dans ce cas-là, l'équipe adverse aura le choix entre faire rejouer le coup de pied ou bénéficier d'une mêlée ordonnée à 5 mètres de la ligne de but, en face du point où le ballon était botté par le botteur. Les coéquipiers du botteur doivent se tenir en arrière du ballon lorsqu'il est botté, comme sur un renvoi de 22, puisque vous savez qu'un renvoi de 22, comme un drop de renvoi sur la ligne de but, peut être joué rapidement. Donc, la règle dit que si des joueurs peuvent se trouver devant ce joueur, attention, ces joueurs ne sont pas en situation de hors-jeu. Pourquoi ils ne sont pas hors-jeu? Parce qu'on n'est pas dans une situation du jeu courant. Un coup de renvoi ou un coup d'envoi n'est pas une situation du jeu courant. Donc, ces joueurs ne sont pas hors-jeu. Par contre, ce que la règle dit, c'est qu'ils ne peuvent pas interférer avec le jeu. Donc, j'imagine le joueur bleu, tu as un drop de renvoi sur sa ligne de but et un joueur bleu qui est devant le coup de pied, le réceptionne de volée 10 mètres plus loin. On considérera que le joueur a interféré avec le jeu, mais comme on n'est pas dans du jeu courant, la sanction, ça ne sera pas un coup de pied de pénalité, ça sera une mêlée ordonnée à 5 mètres de la ligne de but, en face du point, le ballon était botté par l'équipe. Attention, si ce joueur qui est en situation, qui est devant son partenaire porteur du ballon, s'il a une intervention qui relève du jeu déloyal, par exemple, il plaque un joueur de l'équipe adverse sans ballon alors qu'il allait saisir du ballon, là, on oublie la règle du drop de renvoi sur la ligne de but et bien sûr qu'on va appliquer la règle du jeu déloyal puisque c'est un acte de jeu déloyal et la sanction, ça sera bien sûr une pénalité. Alors, autre précision, est-ce que l'équipe qui réceptionne le ballon suite à un drop de renvoi peut-elle tenter un drop à la suite? La réponse est oui, puisque World Rugby dit, les Anglais disent le ballon est en vie une fois que le drop a été donné. Et c'était le cas si vous avez regardé les matchs de début de saison, notamment en Pro D2, le match Narbonne-Mont-de-Marsan, où Narbonne a effectué un drop de renvoi et envoyé le ballon à 40 mètres de sa ligne, et le joueur de l'équipe adverse, le numéro 10 de l'équipe adverse, a récupéré le ballon et a tapé un drop dans la foulée qui a été validé à juste titre par l'arbitre. Alors la question suivante, c'est qu'on nous a souvent dit, oui, mais attention, maintenant avec ce drop de renvoi, il n'y aura plus de renvoi aux 22 mètres. C'est absolument faux, il y aura toujours des renvois à 22 mètres, et vous avez un cas qui est cité là, et on verra d'autres cas sur la slide suivante. C'est le cas d'un joueur de l'équipe attaquante qui donne un coup de pied, et le ballon, cette fois-là, sort directement en ballon mort ou directement en touche de but, sans l'intervention d'un défenseur. Et bien là, dans ce cas, la règle ne change pas. L'équipe adverse aura le choix entre renvoi de 22
ou une mêlée au départ du coup de pied de ce joueur de l'équipe attaquante. Autre cas où le renvoi de 22 existera toujours, c'est dans le cas d'une pénalité, d'une tentative manquée d'un coup de pied de pénalité ou d'un drop goal. Attention, quand on parle d'une pénalité manquée, on est bien là dans la réalisation, dans la non-réussite d'une tentative de but de pénalité. Si un joueur, parce qu'on a eu le cas sur certains matchs où les arbitres malheureusement se sont trompés, en tout cas si une équipe décide, suite à une pénalité, de trouver une touche pour réaliser ce qu'on appelle une touche pénalité, et que le ballon rentre dans l'embut adverse, et qu'un joueur de l'équipe adverse le rend mort en faisant un toucher à terre ou en l'envoyant en ballon mort ou en touche de but, là, ça sera un renvoi de 22 et non pas un coup de pied de renvoi sur la ligne de but. C'est le même cas pour un drop goal. Pour un drop goal, si une équipe donc, tente un but de pénalité ou tente un drop goal, la sanction, ça sera une reprise de jeu par un drop de renvoi sur la ligne de but. On continue. Donc, les points de vigilance pour les arbitres. Donc, on a bien insisté auprès des arbitres. Donc, d'abord, de valider rapidement la décision d'attribuer un drop de renvoi. Vous imaginez bien que pour qu'une contre-attaque soit possible, comme sur l'image qu'on a vue tout à l'heure, il faut que le ballon soit disponible immédiatement pour l'équipe qui va bénéficier du drop de renvoi. Et pour ça, on a demandé aux arbitres, de prendre leur décision le plus rapidement possible et s'assurer que l'équipe adverse libère bien le ballon. Ensuite, le deuxième point, ça va être pour l'arbitre de valider la réalisation de ce drop de renvoi, que ça soit bien un drop, que l'adversaire est bien à 5 mètres derrière la ligne de sanction et que le ballon est bien franchi les 5 mètres avant qu'un joueur de l'équipe du botteur puisse s'en saisir, ou le botteur lui-même, puisque le botteur peut jouer pour lui à partir du moment où le ballon aura fait 5 mètres. On passe maintenant aux 3 règles dont je vous disais tout à l'heure, qui sont beaucoup plus rattachées à la sécurité qu'à la vitesse, qu'à speed. Et ces 3 règles, les 3 règles sont les suivantes. Donc, c'est la première, le coin volant. Alors, le coin volant, c'est quoi World Rugby dit aujourd'hui, un coin volant, c'est une mini-mêlée qui est formée par 3 joueurs ou plus. La question nous a été posée souvent, c'est 3 joueurs ou plus. S'il y en a 4, la règle s'appliquera de la même façon. S'il y en a moins, on verra qu'on passe à une autre forme de jeu, c'est ce qu'on appelle le joueur lié. Donc cette fonction de mini-mêlée, d'abord, important, elle était redéfinie. Le coin volant était redéfini. Vous le voyez dans le bas de la slide. Il y a une nouvelle définition qui apparaît maintenant dans les règles de World Rugby, et vous comprenez tout de suite en lisant les simples premiers mots, les premiers mots de cette définition, qui dit que c'est une forme d'attaque interdite. Voilà, donc elle précise qu'il y a un coin volant. On va voir des images qui vont parler, me semble-t-il, d'elles-mêmes. Mais avant de finir sur le coin volant, on va parler de la suppression, puisque ça apparaît au même endroit, de la suppression de la charge de cavalerie. Alors, qu'est-ce que la charge de cavalerie? C'est une action qui était une stratégie qui était mise en place il y a quelques années en arrière par pas mal d'équipes qui étaient un peu à la mode à cette époque-là, où quand une équipe bénéficiait d'une pénalité ou d'un coup franc, le demi-mêlée posait le ballon au sol, faisait reculer 8 ou 10 de ses partenaires qui se mettaient sur la même ligne, à peu près à une dizaine de mètres. Le demi-mêlée tapait dans ses mains, ses joueurs partaient tous ensemble le plus vite possible, les uns à côté des autres sur la même ligne, et le demi-mêlée à ce moment-là jouait le coup franc ou la pénalité au dernier moment et choisissait un des joueurs de la ligne à qui il donnait le ballon. Vous imaginez le résultat, l'équipe adverse faisant la même chose, et on avait 2 lignes qui se rentraient dedans, avec des joueurs qui plaquaient sans ballon, qui se faisaient plaquer sans ballon, qui se percutaient les uns les autres. Cette pratique était dangereuse, donc World Rugby avait écrit une définition de la charge de cavalerie pour interdire cette forme de jeu. World Rugby a décidé de supprimer cette définition des règles du jeu, non pas pour réautoriser cette pratique. World Rugby a bien précisé que cette règle était toujours couverte par la règle du jeu déloyal, la 9.11, qui dit qu'un joueur ne doit rien faire qui mette en danger la sécurité de ses adversaires. Et donc, cette règle est couverte maintenant par la règle 9.11. Donc, la charge de cavalerie est toujours interdite. Et donc, le coin volant, de la même façon. Alors, quelle est l'intention du législateur? C'est évident. Le législateur veut éviter, les gens qui font les règles veulent éviter qu'un groupe de joueurs liés vienne s'attaquer à un joueur tout seul en défense avec des risques de blessures qui peuvent être importants. Et vous allez voir sur ces images ce qu'on appelle donc le coin volant. Vous voyez sur l'image de gauche, on voit bien qu'on a un joueur porteur du ballon et 2 joueurs bleus qui sont liés à lui
Et là, il est important de repréciser pour vous ce qu'est une liaison. Donc, quand on parle d'une liaison au rugby, c'est le bras et l'épaule engagés, c'est-à-dire que le bras et l'épaule au contact d'un partenaire. Un joueur qui pose la main sur un autre joueur n'est pas considéré comme étant lié à ce joueur. Et sur l'image de droite, vous voyez effectivement que le défenseur va se retrouver à défendre contre un bloc de joueurs assez dense, avec un risque, évidemment, vous en doutez, de blessure pour lui. Donc, c'est pour ça que World Rugby a maintenant interdit cette pratique. Alors, les questions. La première question qui était posée à World Rugby, c'est est-ce que c'est la création en elle-même de ce coin volant qui entraîne une pénalité immédiatement, ou est-ce que c'est le fait que ce coin volant aille au contact de l'adversaire pour engendrer cette pénalité? La réponse de World Rugby, elle est claire, c'est de dire que si ce coin volant est formé et ne rentre pas en contact avec des adversaires, le jeu continue. Si je reprends mon exemple sur la photo d'avant, on imagine que ce défenseur rouge sur l'image de gauche n'existe pas. Ces trois joueurs relèvent le ballon et courent et finissent dans l'embut en aplatissant le ballon. Mais évidemment que l'essai sera accordé puisque ces joueurs ne sont pas rentrés en contact avec un adversaire ou des adversaires. Donc, c'est bien le contact qui va déclencher la pénalité et non l'inverse. Question numéro 2, parce que vous doutez bien que rapidement, tous les entraîneurs se sont mis à réfléchir à toutes les possibilités de jeu par rapport à cette règle du coin volant. Eh bien, cette règle ne va pas s'appliquer sur les touches qu'on appelle les touches fantômes. Vous savez, ces touches où les joueurs prennent le ballon et l'équipe adverse décide de ne pas aller s'opposer à ces joueurs pour éviter la création d'un maul sur lequel il est très difficile de défendre. Donc, ces joueurs, et comme toujours, et comme avant, n'ont pas le droit de quitter l'alignement, mais ces joueurs, il y en a qui se reculent vers la ligne des 15 mètres pendant que les autres avancent vers la ligne des 5 mètres et laissent un espace de libre pour ce groupe de joueurs qui va avancer en direction de la ligne de but adverse. Eh bien, ce groupe de joueurs qui avance en direction de la ligne de but adverse n'est pas considéré comme un coin volant. World Rugby a voulu faire ça pour éviter que les équipes en défense en fassent une stratégie et viennent volontairement après percuter ce groupe de joueurs pour récupérer une pénalité. World Rugby dit il y a une touche, il faut que les équipes luttent pour le gain du ballon en touche et non pas récupèrent le ballon par un autre artifice. Donc ce coin volant va exister, vous en doutez bien, quand on revoit l'image que vous allez voir là, sur toutes les situations de pick and go à proximité des lignes de but. Alors effectivement, dans les règles des catégories C', CD, c'est une situation qu'on trouvait déjà pratiquement plus du fait de la règle du plaquage dans le rugby amateur qui interdit aux joueurs en possession du ballon de projeter son buste vers l'avant. Donc, c'est déjà une pratique qui avait pratiquement disparu. Mais en tout cas, sur le plus haut niveau, c'est des situations qu'on retrouvait encore. Et puis, deuxième situation, on retrouvait ce type de construction. C'était à l'issue d'un maul. Quand un maul se bloquait, on avait quelquefois un groupe de joueurs, et je parle bien d'un groupe de joueurs, donc qui mettaient fin au maul et qui partaient avec le ballon, un groupe de 3, 4, 5 joueurs qui partaient avec le ballon et allaient affronter l'équipe adverse. Donc, c'est ces deux situations sur lesquelles le coin volant était le plus courant et qui donc maintenant sont interdites. Alors, le point de vigilance qu'on a dans nos arbitres, c'est de bien s'assurer que les joueurs sont liés avant le contact pour sanctionner. Parce que si on reprend notre image, si dans la même situation, on a le porteur du ballon et les deux joueurs bleus qui sont derrière lui, qui lui posent une main sur le dos, ces joueurs ne sont pas liés. Donc, si ce joueur bleu va au contact de l'adversaire, peut être plaqué par l'adversaire, les joueurs bleus, dans un deuxième temps, peuvent intervenir, puisqu'au moment du contact, ils n'étaient pas liés avec leur partenaire. Donc, importance pour l'arbitre de bien valider la liaison des joueurs entre eux. Le point suivant, donc la règle suivante, qui est toujours une règle liée à la sécurité, c'est la règle du joueur préaccroché, mais on va traduire ça, nous, en français, dans notre français à nous, par un joueur lié. Alors, déjà, World Rugby, en premier lieu, dit on doit reconnaître, et nous, on reconnaît qu'un joueur peut potentiellement être accroché au porteur du ballon avant le contact. Il n'y a rien dans les règles du jeu qui l'interdit, à condition, bien sûr, que ce joueur respecte ses obligations, qu'il ne soit pas devant le porteur du ballon et qu'il respecte ses obligations en cas de situation de plaquage, c'est-à-dire que ce joueur, comme un autre joueur arrivant sur la phase de plaquage, il doit rester debout sur ses appuis. En aucun cas, il doit aller au sol. Et donc, World Rugby a décidé d'introduire une règle pour qu'il y ait une gestion plus cohérente du joueur qui est préaccroché, parce que souvent, ce qu'on voyait, et vous allez le voir sur l'image qui suit, cette situation, donc sur l'image de gauche, vous voyez ce joueur qui est bien lié, encore une fois, vous voyez bien que son bras et son épaule sont au contact
de son partenaire. Et vous voyez ce qui se passait dans 99% des cas, c'est que ce joueur lié à son partenaire sur une phase de plaquage plongeait sur son partenaire et faisait ce qu'on appelle un sealing off, c'est-à-dire un scellé du ballon, se couchait sur le ballon, interdisant au gratteur rouge que vous voyez derrière de pouvoir mettre les mains sur le ballon. C'est un des artifices que les équipes avaient trouvé pour empêcher la mise en place d'un gratteur par l'équipe adverse. Donc, World Rugby dit il faut qu'on donne de l'équité, qu'on continue de donner de l'équité sur la phase plaqueur-plaqué et qu'on permette au gratteur de pouvoir prendre sa place. Donc, les précisions, une précision qu'on a demandé à World Rugby, puisque quand on a discuté de cette règle du jeu avec les arbitres professionnels, ils nous disaient mais nous, on permet à un défenseur de venir plaquer ce joueur attaché au porteur du ballon. World Rugby aujourd'hui a répondu de manière très claire, encore une fois, que non, il était impossible de plaquer ce joueur puisqu'il n'était pas en possession du ballon, tel que le prévoit la règle 9.14. Donc, World Rugby dit OK, vous avez le droit de venir impacter ce joueur, vous défendez à deux, le premier vient plaquer le porteur du ballon, le deuxième peut bien venir pousser sur ce joueur qui est lié au porteur du ballon, mais en aucun cas, vous n'avez le droit de le plaquer. Et le point de vigilance pour les arbitres, bien sûr, c'est toujours la même chose, c'est 1, de bien vérifier la liaison, et 2, surtout de siffler le plus rapidement possible, parce que vous imaginez, si on revient sur cette image de droite avec ce joueur qui est couché sur le ballon, la possibilité d'avantage, elle est réduite à néant, même si le rouge, à un moment donné, peut venir mettre les mains sur le ballon, vous imaginez la perte de temps et le replacement défensif qui en résulte, et donc l'impossibilité de pouvoir jouer dans de bonnes conditions ce ballon. Donc aux arbitres de siffler le plus rapidement possible. Dernier point, et non des moindres, c'est la protection du gratteur. On s'est rendu compte avec la précision des règles du jeu qu'on ne peut que saluer l'année dernière de World Rugby sur la phase de plaquage, qu'on a vu réapparaître des profils de joueurs gratteurs. Très intéressant d'ailleurs, la preuve c'est qu'aujourd'hui World Rugby, et vous le voyez au point 1 dans les conditions, c'est que World Rugby pour la première fois dans les règles du jeu vient d'introduire la définition du gratteur. Jusqu'à maintenant, dans les règles du jeu, on avait la définition du plaqueur, du plaqué, de l'assistant plaqueur, des autres joueurs, mais à aucun moment on parlait du gratteur. Aujourd'hui, le gratteur est identifié comme un participant à la phase post-plaquage. Et ça, c'est important parce que ça va donner une notoriété, ça va donner un rôle à ce gratteur et ça va le protéger en termes de règles, puisque vous voyez que la deuxième proposition de World Rugby, c'est d'intégrer dans les sanctions une sanction dans le jeu déloyal pour protéger ce gratteur. Parce que vous doutez bien, entre l'année dernière et la mise en place des règles de World Rugby sur la phase plaqueur-plaqué, les équipes se sont adaptées. Quand les gratteurs sont venus se mettre en position pour récupérer ces ballons, on a vu des actions de jeu qui n'étaient pas interdites jusqu'à maintenant par la règle, mais qui va l'être maintenant, notamment de plonger dans les jambes, dans les membres inférieurs de ce joueur, ou de se jeter sur son dos quand il est en train de ramasser le ballon. Alors, il est très important ici, avant d'aller plus loin dans la présentation, d'expliquer que nous, on a donné des points de repère très précis aux arbitres pour identifier un gratteur. On a 5 points de repère qui sont essentiels, 5 focus qu'on a donnés aux arbitres. Le premier, le gratteur doit arriver par son camp. Le deuxième, le gratteur doit être debout sur ses appuis. Le troisième, c'est que le gratteur doit supporter le poids de son corps. Un gratteur qui vient poser les mains au sol, il supporte le poids de son corps, il passe en 4 appuis, il doit être sanctionné. Donc, il supporte le poids de son corps. Quatrièmement, il doit attaquer le ballon avec les 2 mains. Avec une main, ça ne suffit pas. Il doit attaquer le ballon avec les 2 mains. Et dernier point, il doit tirer le ballon vers le haut. À partir du moment où un joueur réalisera ces 5 actions-là, il sera considéré comme un gratteur et les consignes qu'on va donner aux arbitres à partir de là, c'est de protéger ce joueur au maximum. D'accord ? Pour éviter les blessures qui étaient courantes. Et vous allez voir sur l'image qu'on a là, on voit bien que le gratteur, si on reprend les 5 points que je vous ai cités tout à l'heure, il est bien rentré par son camp, il est bien debout sur ses appuis, il supporte le poids de son corps, il a bien attaqué le ballon avec les 2 mains et comme vous le voyez, il a décollé le ballon du sol. Donc en aucun cas, ce joueur bleu ne peut venir plonger dans ses membres inférieurs. Comme vous le voyez sur la photo de droite, vous voyez bien que le genou de ce gratteur va être mis à mal et ça entraîne des blessures graves. Il y a beaucoup de blessures graves, notamment des entorses de genoux, voire des ruptures de ligaments à cause de ce comportement-là. Donc World Rugby
dit maintenant, il faut arrêter avec ça, il faut arrêter ce type de comportement sur cette phase de plaquage et protéger les gratteurs. Alors, un petit bémol, et ça va vous concerner directement parce que vous êtes en majeure partie dans des clubs dont les catégories de compétition sont C', C et D, c'est qu'il y a une prise qui existe depuis longtemps maintenant qui s'appelle la prise crocodile, qui a été testée, utilisée par tout le monde et qui vient des lutteurs et des trésistes en particulier, qui consiste à un joueur soutien qui saisit le gratteur au niveau du torse et le sort de la zone de plaquage en le plaquant. Alors, je dis tout de suite, cette pratique est autorisée en catégorie A et B. C'est un des moyens de sortir un gratteur de la phase et de pouvoir lutter contre lui. Par contre, cette pratique est formellement interdite en catégorie C', C et D dans le rugby amateur, donc la règle du plaquage dans le rugby amateur. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme on le voit très bien sur ces images, le joueur est saisi au-dessus de la taille et on voit sur l'image suivante que ce joueur est amené au sol en étant tenu, donc c'est la définition claire, nette et précise du plaquage. Or, dans la règle du rugby amateur, il est interdit de plaquer un joueur en le saisissant au-dessus de la taille. Alors, je sais qu'on a eu une discussion, on a beaucoup discuté sur le sujet, notamment avec Didier Retière, pour savoir si on interdisait cette pratique ou pas. Et on a décidé donc de l'interdire dans un souci de cohérence d'abord, de protection du joueur et de sécurité bien sûr, mais aussi de cohérence parce qu'on se voit mal dire aujourd'hui à des entraîneurs et à des joueurs, mais écoutez, quand il y a un gratteur, vous avez le droit de le plaquer en le saisissant au-dessus de la taille, alors que dans toutes les autres phases de jeu, on n'aura pas le droit de le faire. Donc, alors beaucoup d'entraîneurs nous disent aujourd'hui, ouais, mais si on ne peut pas faire ça, on ne peut pas défendre. Ben, moi, je leur réponds que si, et on pourra le prouver et on le verra au fil des matchs. À partir du moment où le gratteur s'est saisi du ballon et l'a décollé du sol, on est dans du jeu courant puisque ça met fin à la phase de plaquage. Et à partir de là, on a tout à fait le droit de plaquer ce joueur en le saisissant de la taille jusqu'au pied, donc de le plaquer, ou de venir lutter contre lui en étant debout sur nos appuis. Donc, il y aura des possibilités de jouer sur ce gratteur sans le mettre en danger et avec une lutte qui, me semble-t-il, est très équitable. Et donc, on a demandé, et c'est le point vigilance, et on en terminera là sur cette présentation, c'est qu'on a demandé aux arbitres de sanctionner sans faiblesse ces actions, parce que vous imaginez bien que ces actions-là sont très dangereuses et peuvent avoir un impact sur la santé des joueurs, notamment quand on vient se jeter dans les jambes de ces gratteurs qui sont dans une situation délicate en termes d'équilibre, et le fait de venir leur plonger dans les membres inférieurs entraînait, je vous l'ai dit, je vous le répète, des blessures graves au niveau des genoux, et donc World Rugby veut protéger ses joueurs. Voilà, j'en ai fini de la présentation, et donc je repasse la balle à François pour répondre à d'éventuelles questions. Merci Philippe, merci pour cette présentation exhaustive. Je pense que déjà de nombreuses questions ont été réglées, les doutes peut-être aussi levés. Néanmoins, on a quelques questions et c'est tant mieux de la part de nos clubs. Alors, on va sans transition aucune continuer et peut-être avec une première question qui concerne par exemple, Philippe, le joueur préaccroché. Donc, un internaute nous dit, n'est-il pas déjà interdit, au moins pour les jeunes et les séries? Quelle décision cette année pour les jeunes? Alors, c'est une pratique, comme World Rugby l'a précisé, ça, c'est pas une règle, il n'y a pas de règle spécifique franco-française qui interdise dans n'importe quelle catégorie à un joueur d'être lié au porteur du ballon avant d'intervenir sur le ballon. Il n'y a rien aujourd'hui, ni à l'école de rugby, ni ailleurs, qui interdisait ce type de pratique. Ce qui est interdit, bien sûr, c'est d'être devant le porteur du ballon au moment du contact, c'est une position de hors-jeu dans le jeu courant. Et ce qui est interdit, et on vient de le voir depuis cette année, donc maintenant, ce qui va être interdit, c'est à ce joueur de ne pas respecter ses droits, et c'était déjà le cas, c'est-à-dire notamment d'aller au sol et de venir coffrer le ballon quand le ballon est au sol. Mais cette pratique n'est pas interdite. D'accord. Donc, tout en respectant le fait de rester bien debout désormais et ne plus être le coffre à ballon, comme on dit. Très bien. Autre question. On s'inquiète peut-être aussi en ce qui concerne l'arbitrage. Quand on est une équipe amateur, les juges de touche sont souvent des joueurs. Donc, comment vont-ils juger, notamment quand le ballon n'est pas aplati, s'il y a un renvoi sur la ligne d'en but? Ouais. Alors là, effectivement, on est dans. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En tout cas, nous, les consignes ont été claires aux arbitres que puisqu'on vient de finir tout le cycle des stages,
avec les arbitres. On a commencé par les pros, suivi des arbitres de Fédéral 1, suivi des arbitres de Fédéral 2, Fédéral 3 et suivi de tous les autres arbitres le week-end dernier. Le discours était très clair. L'arbitre doit prendre une décision. Ça ne changera pas parce qu'avant qu'il y ait application ou pas de cette règle-là, il fallait qu'ils prennent la décision. Est-ce qu'il y a essai ou pas essai? Ce qu'on a demandé aujourd'hui aux arbitres, c'est de prendre cette décision peut-être beaucoup plus rapidement qu'il le faisait avant, c'est-à-dire d'être sûr de sa décision et au moins de l'affirmer pour permettre encore une fois à l'équipe éventuellement qui bénéficierait d'un drop de renvoi sur la ligne de but, de pouvoir le faire le plus rapidement possible. Peut-être qu'avant, il pouvait se ménager 2-3 secondes en se disant, bon, je vais faire un… Alors, ça n'empêche pas qu'il va pouvoir se déplacer sur le terrain pour essayer de trouver le meilleur angle possible pour prendre sa décision. Mais en tout cas, ce qu'on a demandé aux arbitres, c'est de prendre cette décision le plus rapidement possible pour que les conditions qui peuvent être des conditions de contre-attaque importantes avec un drop de renvoi sur la ligne de but ne soient pas annihilées par le laps de temps trop long de l'arbitre pour prendre ses décisions. Et merci Philippe. Autre question, d'abord peut-être une précision Philippe. On est bien d'accord que notamment la règle du 50-22 s'applique également au rugby à 7, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, question vraiment intéressante et certainement que ce n'est pas forcément une question, on va dire, pure et dure sur la règle, mais au rugby à 7, comme vous le savez, lorsqu'on fait un renvoi manqué, eh bien, il n'y a pas de mêlée derrière, c'est directement un coup franc, bras cassé, donc sur la ligne des 50. Ce qui donc veut dire que l'équipe adverse peut parfaitement taper indirectement dans les 22 et récupérer le ballon. Est-ce qu'on a mesuré cet impact sur cette règle sur le jeu à 7, justement, sur le rugby à 7? Alors, tout d'abord, ce qu'on doit dire, c'est qu'on a tous été surpris. On en avait parlé avec Didier dès qu'on a reçu la notification de World Rugby. On était surpris de cette demande et on a même demandé une confirmation à Paddy O'Brien, qui est le patron des règles, enfin, qui est le patron des arbitres au niveau du rugby à 7. Il nous a confirmé que toutes les règles, et le 50-22 nous a vraiment interpellés, en tout cas que toutes ces règles allaient être appliquées sur le rugby à 7. J'ai eu l'occasion à Marcoussis d'en discuter avec l'entraîneur de l'équipe de France du rugby à 7, qui, enfin, nous, on pensait que ça allait remettre en cause beaucoup de choses sur le rugby à 7, mais lui pense que, franchement, que ça n'allait pas avoir une incidence phénoménale parce qu'en fait, il dit, lui, OK, on va bénéficier d'une touche, mais d'abord, une touche à 7, c'est pas une garantie d'avoir, on n'a pas une garantie, pas plus qu'à 15 d'ailleurs, d'avoir le ballon, donc c'est quand même pas. Et puis, en plus, si on se débarrasse du ballon et qu'on ne trouve pas la touche, à 7, la relance, elle va venir vite et il y a un gros risque de prendre un essai en contre, quoi. Donc, franchement, on va attendre, on va voir. On a eu quelques exemples sur les tournois de rugby à 7 qui ont eu lieu là, dans le cadre de la compétition qui a été mise en place par la Fédération française de rugby. On ne peut pas dire que cette règle elle a révolutionné les matchs de rugby à 7 qu'on a vus pour le moment. On va voir comment les équipes vont l'appréhender, peut-être à un plus haut niveau, mais en tout cas, encore une fois, pour en avoir discuté avec l'entraîneur de l'équipe de France de rugby à 7 à Marcoussis, ça ne le perturbe pas plus que ça. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques, ça fait qu'effectivement, ça pourrait faire reculer les ailiers. On est à 7, je le rappelle. Donc, si on fait reculer les deux ailiers, puisqu'on est au milieu du terrain, ça laisse un rideau de 5 joueurs. Et là, forcément, on a encore le choix de jouer à la main. En tout cas, les spécialistes du 7, je pense, auront beaucoup d'intérêt à suivre ces prochains tournois avec cette nouvelle règle. Autre question, Philippe, lorsque sur un déblayage, quelle est la cohérence avec la règle 9.14 qui interdit de plaquer un joueur qui n'a pas le ballon? Quelle est la cohérence? Le World Rugby a toujours dit, enfin la règle 9.14 dit qu'on n'a pas le droit de plaquer un joueur qui est non porteur du ballon. Il y a des tolérances qui sont, pas des tolérances, mais il y a des règles, il y a des endroits, des phases de jeu dans la règle qui le permettent, notamment sur un ruck. Par exemple, quand vous êtes participant à un ruck, un soutien défensif, vous avez le droit de saisir un joueur qui participe au ruck et de le plaquer à condition de le faire dans la zone du ruck, pas 1 mètre au-delà, ce qu'on appelait à une certaine époque la guerre des étoiles, c'est toujours interdit, ça n'a pas changé, mais un joueur qui est proche de la zone de ruck et qui est en train de participer au ruck, vous avez le droit de l'amener au sol. Au rugby dit, ce joueur qui est non porteur du ballon, on n'a pas le droit de le plaquer dans un souci, encore une fois, de sécurité. Et puis, sinon, c'est la porte ouverte à tout. Dès qu'on aurait un groupe de joueurs plus conséquent, on pourrait plaquer tout le monde. Or, dans le rugby, la règle précise qu'on ne peut plaquer que le porteur du ballon. Petite question, j'ai envie de dire piège. Lors d'un coup de renvoi sur l'embut, qui tape? Est-ce qu'il y a quelqu'un de désigné ou est-ce que c'est une manière aléatoire?
comment ça Bien se passe? sûr, bien sûr. N'importe quel joueur de l'équipe qui bénéficie du drop de renvoi peut l'effectuer comme un renvoi de 22, comme un coup d'envoi. Il n'y a rien qui dit que, effectivement, c'est souvent le numéro 10, parce que généralement, il a des compétences au pied. Mais en l'occurrence, je pense que sur ce drop de renvoi sur la ligne de but, moi, je l'image un peu comme un coup franc, quoi. Il y a des moments, il y a des coups francs. C'est pas le demi-mêlée qui les joue, c'est le premier joueur qui récupère le ballon, qui voit des opportunités de contre-attaque intéressantes et qui se saisit du ballon et qui le joue. Et je pense que le drop de renvoi sur la ligne de but, ça peut être la même chose, c'est-à-dire pour aller à l'extrême, pourquoi pas un pilier qui est démarqué complètement peut saisir du ballon et jouer un drop de renvoi sur la ligne de but pour lui-même avec un ballon qui va parcourir 5 mètres avant qu'il le récupère. Il n'y a rien qui l'en empêche. Seul en rugby, on peut peut-être rappeler aussi que celui qui fait marque, en fait, se doit de lui-même taper le Tout ballon. à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est le Bon, seul cas, oui. très bien. Exactement. Autre question, ça concerne les déblayages. Pas mal de questions sur les déblayages. Est-ce qu'on peut lever la jambe du gratteur si l'action va de bas en haut? Alors, lever la jambe du gratteur, oui, encore une fois, à partir du moment où il a relevé le ballon du sol. Tant que le ballon n'est pas relevé du sol, on n'a pas le droit d'intervenir sur ce joueur-là. On va pouvoir venir lutter contre lui, on va pouvoir venir le pousser, mais on ne peut pas le déséquilibrer, sauf, encore une fois, dans les catégories A, B, A et B, où on a le droit à cette fameuse prise crocodile. Mais on pourra par contre intervenir sur ce gratteur dès que le ballon est décollé du sol, puisque le fait de décoller le ballon du sol met fin à la phase de plaquage, qu'on rentre dans une phase du jeu courant, où là, on a le droit de plaquer un joueur qui est porteur du ballon et de venir lutter contre lui. Autre question qui concerne directement l'ensemble de la DTNA. Est-ce que les arbitres pour les séries et les jeunes sont-ils déjà prêts à appliquer ces règles? Oui, alors comme je viens de vous le dire, alors tout d'abord, on espère que comme pour les autres divisions, il y aura des matchs amicaux, bien sûr, pour préparer les arbitres, mais sachez que tous les arbitres de France, donc comme je l'ai expliqué, on vient de terminer notre cycle de stages de rentrée, tous les ans il y a des stages de rentrée, et tous les arbitres français ont eu la formation que vous venez d'avoir, l'information que vous venez d'avoir, et une formation de terrain sur les règles expérimentales pour les mettre en application. Alors c'est évident que comme pour les équipes, comme pour les joueurs, comme pour les staffs, comme pour tout le monde. Il y aura certainement un temps d'adaptation, mais en tout cas, on a tout fait et on continue de tout faire, puisqu'il y a des réunions de formation qui vont démarrer dès la semaine prochaine. On va continuer de tout faire pour que les arbitres soient le plus performants possible pour l'application de ces règles-là. Autre question intéressante, est-ce que avec toute la problématique de la crise, notamment le pass sanitaire, des joueurs qui sont revenus peut-être à l'entraînement tardivement, est-ce que la complexité ou du moins le nombre de règles imposées ne fait pas qu'il y aura beaucoup de pénalités en ce début de saison? Écoutez, alors franchement, je pense que sur les 5 règles qu'on vient de voir, on a encore une fois la règle du 50-22 et du drop de renvoi sur la ligne de but qui ne vont pas engendrer beaucoup de pénalités. Je ne vois pas pourquoi elles engendreraient des pénalités. Les 3 autres qui sont des règles sécuritaires, je pense qu'aujourd'hui, avec la règle, encore une fois, la règle du rugby amateur, les 3 pratiques qu'on a citées, que sont le coin volant, l'action du joueur prélié, enfin lié à son partenaire avant le contact, et enfin l'action sur le gratteur, ces 3 règles-là, elles auront une portée moindre dans le rugby amateur de par justement la règle du plaquage du rugby amateur, où je répète, un joueur porteur du ballon n'a pas le droit de projeter son buste vers l'avant. Donc déjà, tout ce qui était pick and go, on l'avait déjà éliminé avec la règle du plaquage dans le rugby amateur. Donc très peu de situations, me semble-t-il, vont engendrer des pénalités dans le cadre de la mise en place de ces règles expérimentales. Où on a et où j'entends cette crainte, c'est encore une fois sur la règle du plaquage dans le rugby amateur, qui est quand même une règle importante et qui malheureusement est mise à mal depuis 2 années consécutives avec le problème de la crise sanitaire qui a entraîné l'arrêt de tous les championnats de manière prématurée. On n'a vraiment aujourd'hui pas vécu une saison entière avec l'application de ces règles-là. Donc on peut imaginer qu'il y aura encore une période d'adaptation pour les équipes, pour les joueurs et même pour les arbitres par rapport à cette règle-là. Et c'est pour ça que dans les stages de rentrée des arbitres donc des catégories C', C et D, on a fait une nouvelle intervention sur la règle qui n'est plus une règle expérimentale, qui est maintenant la règle du plaquage dans le rugby amateur. Donc on a sensibilisé les arbitres, resensibilisé les arbitres à tout ça. Et puis il y a quelque chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est qu'on a mis en place une opération
depuis quelques années maintenant qui s'appelle l'arbitre acteur au cœur de son club. On a demandé à tous les arbitres qui ont suivi les stages, des pros jusqu'aux arbitres de ce week-end qui interviennent sur les séries territoriales, d'aller dans leur club et de présenter les règles qu'on vient de voir, les règles expérimentales, mais aussi la règle du plaquage et de pouvoir en rediscuter avec les gens et de pourquoi pas intervenir avec les équipes sur le terrain quand il y a des entraînements, etc., pour que tout le monde se remette dans le bain par rapport à ces règles du jeu. Donc ça, c'est important. Et là, s'il y a des entraîneurs, je leur dis, n'hésitez pas à solliciter les arbitres de vos clubs à intervenir avec vous. Eh bien, merci Philippe. Sur le renvoi, autre question, deux questions même, je dirais, pour la même règle, sur le renvoi de la ligne d'en but. Si l'équipe adverse contre alors que le ballon n'a pas fait 5 mètres, que se passe-t-il? Et de la même manière, s'il contre alors que le ballon a fait 5 mètres et que le ballon va dans l'en-but et c'est l'équipe qui a tapé le renvoi qui aplatit, qu'est-ce qui se passe? Alors, première question. Est-ce qu'une équipe peut contrer le ballon avant que le ballon ait parcouru 5 mètres? Je l'ai dit dans l'exposé. La réponse est oui, puisque l'équipe a le droit de charge à partir du moment où le ballon est botté. Donc, on imagine un joueur veut taper pour un de ses partenaires, il met un petit coup de pied rasant, et puis voilà, le ballon est ralenti et parcourt pas 5 mètres. Dès que le ballon était botté, le joueur de l'équipe adverse peut rentrer dans les 5 mètres pour récupérer le ballon, le jouer, et il y aura avantage. Donc oui, le ballon peut être joué avant qu'il ait parcouru 5 mètres. Maintenant, si le ballon est contré par un joueur qui est en dehors des 5 mètres et que le ballon rentre dans l'en-but et qu'un joueur de l'équipe attaquante, de l'équipe défendante, fait un toucher à terre ou rend le ballon mort, eh bien on retombe dans un des cas du renvoi, du drop de renvoi sur la ligne de but et effectivement, on procédera à un nouveau drop de renvoi sur la ligne de but puisque le ballon a été rentré par un joueur de l'équipe attaquante. Très bien, très bon. Puisque sur un contre, il n'y a pas un avant. Hein. Bien sûr. Avec toutes ces règles, autre question, avec donc toutes ces règles, ça va demander encore plus d'attention à l'arbitre. Est-ce qu'il ne risque pas d'être débordé? Oui, effectivement, encore une fois, on s'est posé la question et on se pose toujours la question. C'est vrai qu'on a un sport, quand on discute avec beaucoup de monde, c'est vrai qu'on a un sport un peu compliqué où en plus on change les règles assez souvent. Alors c'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation pour les arbitres, mais pour revenir pour rassurer les arbitres, entre guillemets, moi je leur disais par exemple la règle du 50-22, vous le faisiez avant avec la règle des 22 mètres, hein, en sachant si le ballon avait été rentré, pas rentré, savoir s'il y avait gain de terrain ou pas lors d'un jeu au pied, s'il y avait une touche qui était trouvée. Donc, c'est exactement la même règle qui s'applique au milieu du terrain. Alors, effectivement, qu'on rajoute quelque chose et que ça va demander, bien sûr, de l'attention aux arbitres. Effectivement, que ce n'est pas une tâche facile, mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on le sait. Et les arbitres, en tout cas, vont travailler pour essayer d'être le plus performant possible par rapport à ces règles-là. C'est parfait. Ben, écoutez, merci Philippe. Je pense qu'on arrive au terme de cette présentation. Je pense que beaucoup de réponses ont été données. L'exhaustivité des informations et la clarté des explications de Philippe, sans aucun doute, vont permettre à tous nos amis entraîneurs, joueurs, dirigeants de pouvoir désormais se positionner vis-à-vis de ces nouvelles règles. Donc, un grand merci. Juste pour vous rappeler, avant de nous quitter, que vous pouvez retrouver ce webinaire dès demain en ligne sur les supports de la FFR, ffr.fr notamment. Et vous allez aussi retrouver dans le prochain Rugby Mag qui va sortir d'ici la fin de la semaine, également des 4 pages sur ces nouvelles règles avec l'application de manière très simple à retenir. Voilà, donc un grand merci à nos invités, Philippe Marguin pour la présentation. Merci aussi à notre vice-président du rugby amateur, Patrick Buisson, d'être resté avec nous pour ce webinaire. Et je vous dis à très bientôt à toutes et à tous pour un prochain webinaire sur un autre sujet. Très bonne soirée à tous.